je pense que le Bitcoin va finir par atteindre le $1 000 000. Rassem, beaucoup plus que ça. En 2025, si tu veux devenir millionnaire en crypto, faut que tu achètes la semaine dernière. Ouais. Si tu avais acheté du peanut Ah non, pour mais 160 peanut, $, c'est c'est 2 millions. Je pense que c'est privé, anonyme, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, si tu veux te faire de l'argent en surfant sur la vague crypto, tu prends 20 000 € et tu les mets sur du... J'ai failli faire 1,5 million parce que j'ai un pote qui m'a donné la liste des mêmes coins et c'est le seul que j'ai pas acheté. Le risque principal aujourd'hui sur les cryptos, c'est que tu penses. Je t'arrête 30 secondes. Je suis Rassem Flazi, je suis fondateur de Legal Place. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé et le moyen le plus simple pour créer une société en France. Un entrepreneur sur 10 crée sa boîte sur Legal Place. Si tu veux créer ta boîte, je t'ai mis un lien en dessous avec un code promo pour avoir une réduction. Reda, ça va? La forme? Très bien. Et toi? Bah écoute, cool. Je me suis dit... Ils sont où les cocktails? Ah écoute, il faut qu'on reprenne les cocktails. Mais ça qu'on fait reprenne plaisir les que cocktails. tu viennes ici parce que moi, je parle souvent business dans la chaîne. Ouais. Mais là, je voulais qu'on fasse un petit zoom crypto parce que la vague est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Et comme les entrepreneurs investissent aussi, je me suis dit, un peu de culture crypto, ça fait pas de mal. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout ce monde, mais sont en train de fantasmer sur la montée du Bitcoin. Et du coup, première question que je me posais, c'était quand je suis rentré dans Bitcoin, il était à entre 15 et 30 $. C'était la folie d'imaginer qu'il atteigne 1000. Attends, t'es rentré à 15 $ À sur le l'époque, Bitcoin? oui. Quand? 2012-2013. 2012. Ouais. Moi, je suis rentré en 2013, il était à 350 $. Ouais, c'était une année où il est monté très haut, c'est vrai. Ouais. Mais quand il était à 300, on n'imaginait pas qu'il aille à 2000, 3000. Ah, mais moi, c'est simple. Quand je les ai pris, je me suis dit un demi-million. C'est vrai, de l'époque. Ah, dès l'époque, Ok. c'est simple. Fred Montagnon, il me dit regarde, le Bitcoin, la règle, c'est qu'il n'y en aura pas plus que 21 millions. Ok. Sauf que la demande ne va faire que croître. Regarde l'historique, ça fait que croître. Je dis ok, 21 millions, la demande ne va faire que croître. Il y a moyen que ça atteigne un demi-million. Et du coup, c'était sur cette thèse-là. Ok, donc mais c'était la thèse 1% de chance de réussite. Ouais, je me suis dit, c'est. Mais le 1%, ça vaut tant de Ouais, millions. Ok. C'est ça. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus proche du scénario d'1 million qu'à l'époque. Ah, mais c'est Parce pas qu'à qu'on est l'époque, proche. c'était C'est que maintenant, on sait que ça va arriver, allez, dans les 5 prochaines années. On sait que la probabilité est très forte que ça arrive, c'est vrai. Ouais. Mais à l'époque, Alors, pourquoi j'ai dit 5 prochaines années hein? Oui. C'est parce qu'il y a quand même un sénateur américain qui vient de déposer une loi au Sénat pour acheter 200 000 bitcoins par an. justement, donc on va parler de le case 1 million, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour atteindre 1 million? Mais juste à l'époque, quand on était à 300 $ ou même à 30 juste avant, c'était que des illuminés qui étaient dans le Bitcoin. Ah ouais. Aujourd'hui, on est dans la finance traditionnelle. Il y a des fonds. Pas de vraiment des pension, illuminés, pas vraiment des illuminés. Des anarchistes qui anarchistes, veulent sortir du alternatifs. système. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Ou des gens qui se droguent. Oui, des gens il y avait des hackers, des gens qui se droguaient et des gens alternatifs qui voulaient un système, un modèle différent du C'est monde. ça. Mais aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que depuis l'ETF, la finance traditionnelle, donc les gens en costard, qui gèrent des fonds de pension, etc., peuvent placer et commencent à placer. Donc en fait, Tu te souviens de notre premier épisode Cocktails en novembre 2023 avant l'ETF, Et je disais, avec l'ETF, ça va moon. exactement. Et ça a mooné. Ça a fait x2 Il y a eu ETF et halving. et dans la même halving. année. Exactement. Et ça, traditionnellement, un halving, c'est tous les 4 ans. Ouais. L'algorithme est construit comme ça. Ouais. Il y a toujours un énorme bull run. Ouais. Post Mais qui arrive 6 à 9 mois qui est après. décalé. Ouais, Exactement. Et du coup, maintenant, quand on est très proche de 500 000 à 1 million, il y a quand même encore beaucoup de monde qui n'ont jamais acheté de Bitcoin. Y compris des gens dans la tech. À Paris, dans l'écosystème tech, la majorité de mes potes entrepreneurs qui sont vraiment dans la tech tous les jours n'ont aucun crypto. C'est un truc de fou, non? Ouais, c'est dingue. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'users. Et ce qui m'a frappé la dernière fois, je regardais les stats, le nombre de wallets dans le monde donne une indication de l'adoption de la crypto. Et donc, il y a des gens qui mettent la courbe des users Internet et la courbe des users crypto. On est dans les années, fin des années 90, début des années 2000. On est encore dans les fins des années... C'est-à-dire qu'on est early encore. On est hyper early. Fin des années 90, moi, je connais énormément de gens qui n'avaient même pas encore d'adresse mail, qui commençaient à peine à découvrir. Et même de toute façon, en 2001-2002, l'usage était très basique parce que tu avais une boîte mail, un peu de recherche Google, mais tu n'avais pas Amazon, pour tout le monde n'achetait pas en ligne, etc. Et là, on est encore dans les années 90 pour un prix de 90 000 $. Ouais. Ça veut dire que si l'adoption passe à 2005-2006, on sera sur des ordres de grandeur de... Mais alors attention, parce que l'adoption, d'un point de vue usage, on parlera plus tard de l'usage,
n'a pas un impact direct sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est un actif mort, j'ai envie de dire, entre guillemets. Oui. C'est de la réserve. C'est de la réserve. C'est de la réserve de valeur, exactement. Donc, en fait, ce qui fait vraiment la valeur du Bitcoin, c'est déjà le fait que Trump ait dit on va créer une réserve de Bitcoin aux États-Unis. Et que on va déréguler la crypto. Déréguler la crypto, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est plutôt les altcoins, tous les trucs à côté. On va pas combattre. On va pas combattre. Et c'est exactement ce que je vais dire. C'est nature is healing. Ça veut dire que la nature est en train de se soigner. Les États-Unis, qui étaient le pays de l'innovation technologique et financière, pionniers habituellement, sur la crypto, se sont positionnés anti-crypto. Pourquoi ? Parce que l'establishment n'a aucun intérêt à ce qu'un actif qui est présent majoritairement dans le poche d'illuminés, de hackers, de technophiles, qui sont hors système, bénéficient d'une valeur exponentielle du Bitcoin. Et donc pour parce que leurs actifs sont en Bitcoin, donc si ça explose, exactement, ils ont plus de pouvoir. Il y aura une répartition de la valeur, distribution des cartes, redistribution des cartes auprès des illuminés entre guillemets. Et l'establishment n'avait pas du tout un intérêt à ça, sauf que l'establishment vient de se faire dégommer le 5 novembre avec l'élection de Donald Trump. Et donc, maintenant, la rébellion est en marche. Gary Gensler vient de déposer sa démission hier. Alors que c'est pas quelqu'un que le président peut enlever. C'est vraiment une démission. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tech aussi était en général hors système avant les dernières années, avant le wokisme. Dans les années 2000, Google était hors système. C'était des gens en dehors de l'establishment qui rentraient. Et ça pesait en menace sur le traditionnel système, parce que le système traditionnel avait New York Times, etc. comme média, et là les médias sortaient de ça, allaient vers Facebook, et le pouvoir allait vers le... Et c'est marrant parce que le wokisme, il y a des gens qui disent que c'était une des armes idéologiques utilisées pour mater les CEO. Absolument. Et les ramener dans le blue state américain. Et donc la crypto, c'est encore plus sauvage les Mark Zuckerberg, etc., qui finalement sont rentrés dans les rangs parce que, et tu as vu même des CEO qui ont démissionné, les CEO de Google sont sortis, Amazon il est sorti, parce qu'ils étaient dans un monde où tu étais un peu tenu si tu suivais pas le... Encore une fois, nature is healing. Le wokisme, c'était une catastrophe sociétale. Vraiment. Il y avait d'énormes dérives. Mais l'idéologie même du wokisme est une idéologie qui est contraire à l'évolution de la nature. Mais ça a été utilisé comme arme. Mais bien évidemment que ça a été utilisé comme arme. Parce que rendre les gens médiocres, c'est... enlever du risque. C'est enlever du risque. Les DEI, moi, ça ne m'étonne pas que tous les crashs de Boeing soient à cause de ça. Parce que quand tu recrutes des ingénieurs, non pas sur la base de leurs compétences, mais sur la base du fait qu'ils soient noirs, arabes ou machin, bah, bien évidemment que tu ne vas pas avoir les meilleurs. Et du coup, il y a de la médiocrité. Et au Canada et aux États-Unis, aujourd'hui, on voit que la nature est en train de se soigner et qu'on arrête le nivellement vers le bas pour des raisons d'égalité. Mais qu'on prenne les meilleurs. Et donc, moi, je suis content parce que... Et en plus, le pire, c'est que avant l'arrivée de Trump et avant tout ça, tout le monde fermait sa gueule parce que tu veux pas te faire cancel. Exactement. Tu dis des trucs comme ça. L'arme du cancel était l'arme du cancel est dingue. Et je peux te dire que 90% des entrepreneurs et des gens que je connais étaient anti-woke, mais ne pouvaient juste pas s'exprimer. Oui, c'est vrai. On en connaît plein, dans notre entourage, même à Paris, ce wokisme est arrivé et cette cancel culture est vraiment arrivée très vite. Et du coup, donc, la barrière du establishment, elle est enlevée en tout cas pour ces 4 ans. Mais plus que ça, Trump, c'est pas juste enlever la barrière, c'est comme tu dis, aller vers le pro-Bitcoin en disant on aura besoin d'une réserve stratégique. Qui dit réserve stratégique, ça rappelle l'or. Ça rappelle un rôle que l'or a joué jusqu'ici. Et ça veut dire que si le Bitcoin commence à être un peu utilisé comme l'or, parce qu'il a des caractéristiques de supply limité, d'inviolabilité, etc., mécaniquement, son prix peut qu'augmenter. Parce que si le consensus fait que les gens doivent s'en procurer, en tout cas, si les États-Unis le font, tu peux qu'imaginer des États doivent suivre. Moi, si je suis un État plus petit que aujourd'hui, le Salvador est très content. Hein. Salvador est content. Ils ont un bénéfice de, je crois, 200 millions de dollars ou 300 millions de dollars. Ils ont doublé, je pense, leur mise parce que le prix d'achat était peut-être à 40 ou 50 000. Et donc ça fait partie de la thèse. Et il y a aussi un autre truc, c'est que dans les raisons qui font que le Bitcoin aura une valeur assez importante, c'est que, comme tu dis, le nombre de supply est très limité. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, il y en a, à la fin des fins, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on a 19 peut-être. On est quasiment à 20. Mais comme c'est logarithmique,
atteindre 21 millions, c'est une convergence lointaine. C'est comme si tu avais une ville quelque part où tu avais 21 millions d'appart. Tout le monde veut avoir un pied-à-terre dans cette ville-là parce que c'est la ville la plus importante au monde. Mais il n'y a que 21 millions pour 8 milliards, 9 milliards de personnes. Donc au final, le prix ne peut que monter. Et il n'y a aucun mécanisme pour déplafonner le Bitcoin et le mettre à 30, 40 millions. Alors que le dollar et toute la currency, toute la monnaie qu'on utilise tous les jours, elle est non seulement imprimable tous les jours, mais la quantité d'impression ne fait que monter. Ça c'est l'autre côté. Alors, aussi. il y a des mécanismes pour augmenter le nombre de Bitcoin, mais ce mécanisme s'appelle le fork. Et en fait, le fork, ça crée une autre monnaie, en fait. Donc, si demain, par exemple, BlackRock venait à dire on va forker parce qu'il faut plus de Bitcoin, machin. Et on fait une version BlackRock du Bitcoin. On fait une version BlackRock. Ça veut dire que ceux qui détenaient le Bitcoin avant vont le détenir dans la nouvelle chaîne forkée. Exactement. Mais il y en aura de plus. Mais personne n'en veut. Mais elle aura un autre nom. Mais personne n'en voudra. On l'a vu avec Bitcoin SV et Bitcoin Cash. Oui. La première chose que les détenteurs de Bitcoin SV et Bitcoin Cash ont fait, c'est vendre leur Bitcoin SV et leur Bitcoin Cash. C'est vrai. Et en fait, quitter des forks. Pardon ? Quitter des forks. Quitter des forks, quitter des forks. Parce que, et d'ailleurs, par exemple, si on parle de Bitcoin Cash et Bitcoin SV, c'était pas des forks à objectif pécunier, c'était des forks idéologiques. C'est qu'on considérait qu'il n'y avait pas assez de transactions dans un block space où le block space était beaucoup trop petit. Et donc, pour faire scaler le Bitcoin, il fallait augmenter la taille du bloc qui contenait les transactions. Oui. Et du coup, en fait, il y a eu une vraie bataille idéologique dans la communauté Bitcoin. Et ça a entraîné un fork. Sauf que la chaîne originale est restée la chaîne originale. C'est une valeur historique, la chaîne originale. Mais bien évidemment. C'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin, c'est le king des cryptos. Exactement. Et que dans tous les cas, il sera toujours là. Mais peut-être avec des multiples moins intéressants que d'autres. Parce qu'il est déjà hyper avancé. Mais si tu te dis, aujourd'hui, si on... je ne sais pas si les États-Unis achèteront 200 000 bitcoins par an, mais même s'ils en achètent que 50 000 par an, je te le dis, il y a des États qui achètent du bitcoin tous les jours. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura une pression acheteuse sur le bitcoin continue qui sera de plusieurs dizaines de milliers par an. Et donc si tu achètes plusieurs dizaines de milliers, ne serait-ce que 100 000 bitcoins par an, tu fais le calcul au prix d'aujourd'hui. Ça fait 90 milliards de valeur d'achat qui s'injectent. Donc ça veut dire en 5 ans, c'est 1,5 trillion qui vont rentrer dans le Bitcoin. Ouais. Donc 1,5 trillion qui rentre dans le Bitcoin, en fait, c'est une explosion de valeur. Faut hodl. Le Bitcoin, il n'a jamais été question avec le Bitcoin de trader. Exactement. C'est une question d'accumulation. C'est comme quand tu achètes de façon, on va dire, patrimoniale un appartement ou de l'immobilier, tu achètes de façon patrimoniale du Bitcoin parce que c'est un hedge contre le débasement monétaire, tout simplement. Hedge, c'est quoi ? C'est une protection. Débasement monétaire, c'est quoi ? C'est la valeur de la monnaie qui ne fait que descendre, tout simplement. La monnaie, de toute façon, est faite comme ça, mais là, elle est accélérée, la descente de la monnaie. Parce que l'impression est toujours plus grosse, parce que pour payer le service de la dette, rien que les intérêts de la dette, il faut imprimer plus. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir quand même des frictions, parce que je pense que le débasement monétaire du dollar va baisser. Pourquoi ? Dodge, Department of Government Efficiency, mené par Elon Musk et Vivek. En fait, ce qu'ils souhaitent faire, c'est réduire les dépenses du gouvernement américain de 2000 milliards de dollars. C'est énorme, parce que ça veut dire que 2000 milliards de dollars en moins dans les dépenses, c'est totalement alléger le budget de l'État, et donc alléger la dette, et donc alléger l'impression monétaire. Et ça rendra service à l'ensemble des États de la planète. Qui ont leurs réserves de change en dollars. Exactement. Mais qui sont en train de switcher un peu. Quand tu regardes la réserve de change mondiale des banques centrales, elle est en train d'être remplacée par mais pourquoi ? Parce que le débasement est violent. Parce que le dollar, c'est du shitcoin. Exactement. Tout simplement. Mais alors, c'est là où c'est intéressant quand on compare au rôle de l'or. Aujourd'hui, l'or est en train d'être transféré de l'Occident. Attends, je veux juste finir un truc. Vas-y. Parce que le fait de réduire les dépenses, ça va renforcer le dollar. Or, il faut savoir une chose. C'est qu'un pays n'a pas forcément intérêt, en fonction de son état de développement économique, à avoir une monnaie forte. Pourquoi ? Les exportations. Si ta monnaie est trop forte, ça réduit tes exportations. Tu coûtes trop cher. Donc, ce qu'ont fait les États qui contrôlaient leur planche à billets de façon intelligente, quand leur monnaie devenait trop forte, ils faisaient de l'impression monétaire
pour créer de l'inflation sur leur monnaie, pour créer des réserves dans d'autres monnaies, pour pouvoir faciliter les échanges. Donc, les États ont quand même une certaine responsabilité à maintenir un équilibre de leur monnaie vis-à-vis de leurs confrères. Parce que la balance commerciale ne peut pas souffrir de la valeur de ta monnaie. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réduire les dépenses. Le dollar, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, il a pris énormément de value. On est arrivé à 1 euro, 0,94 $. Donc, c'est un peu l'euro aussi qui a perdu. Beaucoup l'euro qui a perdu, mais le dollar qui s'est renforcé. Hein. Parce que l'or a baissé un peu. Ouais. C'est vrai. Et en fait, derrière, je pense que ce qui va se passer, c'est que les États-Unis d'Amérique vont niquer toute la planète en innovation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont quand même imprimer des dollars. Sauf qu'au lieu d'envoyer des dollars aux Ukrainiens ou au lieu de payer des études à la con de est-ce que je cours plus vite avec des talons hauts ou est-ce que la caille, quand je lui donne tel et tel truc, ils vont financer de la R&D, ils vont financer la conquête spatiale, ils vont financer des choses, la réindustrialisation. Et donc en fait, la puissance productrice américaine va encore plus rivaliser avec l'ensemble de la planète. Avec l'Europe principalement. Non mais l'Europe, arrête, on va plus parler d'Europe. Je parlais de la Chine, moi je pensais à la Chine. Je sais, mais la Chine, ok. Parce que la Chine était vraiment en compétition sur l'industrie et sur la productivité. Elle l'est toujours. Avec... Mais oui, mais ils ont même un peu plus ou moins dépassé les États-Unis sur certains secteurs. L'Europe, on est dépassé, c'est fini. Hein. Juste, si tu veux aller dans un autre pays pour créer de la valeur, il vaut mieux parce que l'Europe, il n'y a plus rien à faire en Europe. Terrible. C'est terrible, c'est triste, c'est vraiment malheureux. Avec tous les atouts qu'il y a. Ouais. Le continent européen s'est transformé en Disneyland touristique pour les Américains, pour les Chinois. Et donc, transfert de la richesse, lentement mais doucement, vers ces deux pôles. Quoi. Exactement. C'est terrible. Et donc, il y a quand même un scénario. Tu as raison sur le fait que sans doute ils vont faire une efficience dans leurs dépenses publiques, etc. Mais déjà, leur dette est grosse, le service fees est très gros, donc les coûts de la dette est gros, donc ils auront à imprimer des billets encore. Et donc, il y aura toujours besoin d'un hedge, d'une protection contre l'inflation. Et Bitcoin a toujours été très volatile, donc les gens disaient, ouais, mais ça change tellement de prix tout le temps que comment je peux me protéger contre l'inflation avec un actif qui est à 10 000 d'un jour, 5 000 à l'autre. Sauf que là, quand même, on est en train de consolider. Le prix moyen a été plus de 50 000 pendant longtemps, là. Et l'or est en train d'être un peu moins, je pense, populaire auprès de la jeune génération, qui préfère aujourd'hui, au lieu de praticité du Bitcoin. Ouais, qui hedge moins parce que c'est plus sexy, c'est plus... Et ça se renforce beaucoup plus. La solidité du Bitcoin est beaucoup plus forte. Et surtout que tu préfères... Enfin, quand tu achètes de l'or, il faut acheter de l'or physique, hein. Parce que l'or papier n'a aucune valeur à mes yeux. Je préfère acheter du Bitcoin plutôt que de l'or papier. Hein. Parce que le Bitcoin réel que tu possèdes, c'est comme le physique. C'est comme l'or physique. C'est comme si tu avais une pièce d'or dans ta poche. Ouais. Et alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que comme l'or, tu as besoin du physique. Parce que les États qui utilisent l'or aujourd'hui l'utilisent justement pour être en dehors du système. Pour qu'on ne refasse pas ce qu'on a fait à la Russie, à savoir geler tout l'or qu'elle a. Ouais. Et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Et comme les États-Unis ont utilisé cette carte nucléaire quelque part, tous les États du monde se disent ok, pour avoir des trucs safe et me protéger de l'action américaine, il faut que j'ai de l'or chez moi. Et traditionnellement, l'or, même les États, ils utilisaient de l'or papier parce qu'ils avaient leurs réserves d'or stockées en Angleterre. Exactement. Ou aux États-Unis parce que si tu les stockes chez toi, c'est pas de l'or tradable. Exactement. Tu ne peux plus le vendre et l'acheter tous les jours. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la moitié chez eux, par exemple, comme ça c'est safe, et la moitié tradable, ils la gardent à l'extérieur. Sauf que maintenant, tout le monde prend peur. Ils sont en train de vider les coffres de ces pays de l'Occident, ou les placer dans le Japon ou un truc un peu safe. Et ce qui est dingue, c'est que quand l'Iran et la Turquie veulent commercer, parfois, comme le dollar est interdit pour l'Iran, ils vont s'échanger par or. Et ils ont cette tradition de s'échanger de l'or. Et c'est des avions d'or. C'est un truc de fou. Donc imagine demain, les Russes, les Iraniens, les Chinois, les Indiens et les Turcs veulent netter leurs échanges en or. Mais ils se disent l'or, c'est trop pas pratique parce que je dois le déplacer. Bitcoin, c'est une formidable... pour moi, la grosse adoption du Bitcoin pour le prix, je parle d'un point de vue investissement-prix, c'est surtout que les États l'échangent en tant que réserve de valeur. Settlement, outil de settlement. Exactement, où personne ne peut te bannir, personne ne peut te censurer, tu n'as pas besoin de Swift et des trucs comme ça. Tu as juste besoin d'avoir une réserve. Et du coup, tu dois constituer une réserve au cas où ça arrive, parce que du coup, tu t'achètes à un prix gratuit aujourd'hui, pour que le jour où tous les États l'échangent... Et donc, ce scénario, pour moi... S'il arrive, c'est bon. Le Bitcoin, il est... Mais attention, le risque principal aujourd'hui sur les cryptos, c'est que tu penses que c'est confidentiel, tu penses que c'est privé, anonyme. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça veut dire que demain, imaginons un scénario simple.
la Russie et l'Iran fait un settlement avec des wallets pour settle des transactions. Oui. L'Iran fait des transactions avec la France ou l'Europe d'une façon ou d'une autre. En fait, tous les wallets qui vont être touchés, combien de... mais on saura que l'origine de ces bitcoins, sont entre guillemets sales. Oui. Après, le pétrole aujourd'hui qu'on a, sauf que il passe par l'Inde et il vient de Russie. Bien évidemment, sauf que c'est difficilement traçable. Ouais, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est très facilement traçable. Toi, tout seul, chez toi, tu peux venir et dire, ok, ce wallet-là, c'est quoi ces gros mouvements, tac, 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 et trouver du jour au lendemain, remonter à la source. Sauf que... Et aujourd'hui, tu as des mecs qui font du forensic, qui font ça, comme ZachXBT, qui est juste un killer sur ça, sur Twitter. ZachXBT, ZACHXBT, qui a retrouvé les fonds volés de, je sais pas, de centaines de personnes. Enfin, oui, il y a une histoire incroyable comme ça, c'est les Bonnie and Clyde de la crypto. Donc c'est un couple qui a fait un braquage hacking. Il a fait un vrai braquage. Okay. Et il a fait, je sais pas comment, ils ont ransom le truc et ils ont gagné tout en Bitcoin. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que les États-Unis sont devenus les plus gros holders de Bitcoin parce qu'ils les ont attrapés et ils ont transféré ça à la réserve américaine. Et pour les rattraper, donc le truc c'est que quand tu as ransom des gens en Bitcoin, on sait quel wallet a reçu. Exactement. Et pour les ressortir, pour les utiliser dans ta vie tous les jours, c'est impossible. T'es obligé de faire la transaction. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bitcoin. Ils ont lancé à des milliers de micro-wallets, des petits bouts. Oui. Pour essayer d'effacer leurs traces. Mais c'est traçable. Et pendant 5 ans, ils étaient en cavale. Ouais. Et un jour... Mais c'était pas en cavale, ils vivaient leur life tranquille. Ils vivaient leur life, exactement. Ouais. Et un jour, leur jet privé descend dans un aéroport et il y a la police qui sont là. Et c'est un vrai film. Et ils ont récupéré tous leurs bitcoins. Mais ils ne pouvaient pas vivre avec ces bitcoins. Ils peuvent pas. Et d'ailleurs, même, tu te dis, la seule façon de les utiliser, c'est de faire des transactions avec des gens qui accepteraient des transactions en bitcoin. Sauf que ce mec-là... Sauf que cette personne-là, forcément... elle va se faire rattraper parce qu'elle va cash out à un moment ou un autre. Quand tu rentres dans le fiat, il y a un KYC quelque part. Exactement. Ouais. Sauf si tu restes toujours dans le système un peu shadow et que tu fais des compensations avec des mafieux qui vont te donner du cash en échange ou de l'or. Et là, dans ce cas-là, tu peux brouiller les pistes parce que c'est le rôle des mafieux de leur côté. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, ça, c'est un risque parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu as entendu parler de Tornado Cash et des développeurs de Tornado Cash qui se sont fait arrêter. Ça permet de brouiller. Exactement. Il y a un truc qui permet de brouiller les pistes. C'est quoi ? C'est un pool. C'est un pool, ça s'appelle Tornado Cash. Tu envoies vers le pool. Tu mets tes Ethers, tes trucs dans le pool. Tu mets l'adresse à laquelle tu veux recevoir. Ouais. Et lui, il utilise... C'est comme le Tor à l'époque, non ? Non, c'est pas comme le Tor. Mais en fait, le truc, c'est que tu choisis quelle durée, quelle période, quel montant. Vu que c'est un pool, tout le monde met ses trucs dedans. Ça mélange tout. Ça garde la traçabilité de façon chiffrée qui doit recevoir combien. Un registre. Exactement. Et derrière, en fait, les wallets vont recevoir des montants, mais c'est des wallets clean qui reçoivent du pool. Donc en fait, tout a été mélangé. Du clean. Pas d'où ça vient. T'as des gens qui utilisent Tornado juste pour des raisons de privacy. Non, il n'y a pas de base de données. C'est vraiment chiffré en fait. C'est des trucs que tu ne peux pas retrouver. Donc même l'administrateur de ce service ne peut pas divulguer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cet outil est utilisé. Je connais des gens qui font rien d'illégal, qui utilisent cet outil parce qu'ils ne veulent pas que leurs transactions soient tracées. T'as des gars qui détiennent 100-200 millions en Ether ou en machin. Ils veulent pas que quand ils font une transaction avec quelqu'un... Non mais t'imagines, tu fais une transaction avec quelqu'un, tout le monde peut savoir. Tout le monde va savoir que ton wallet principal, il détient 200 millions. Par exemple, si tu achètes un NFT, tout le monde sait ce que tu as acheté. Exactement. Okay. Et là, si jamais tu montres aux gens, je détiens ce NFT, et que les gens voient où est ce NFT, tout le monde saura que ton wallet, c'est ça. Et d'où vient ton argent, etc. Exactement. Et ces gars-là, et les gars de Tornado ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Ça rappelle Telegram, ça. Ouais. L'histoire de Telegram. Ouais. C'est les mecs qui ont juste développé un logiciel, ils ont fini en tôle. Ils sont toujours en tôle d'ailleurs. Mais leur service fonctionne. Le service fonctionne, il est inarrêtable. Ouais. Il est inarrêtable, c'est la blockchain. Tu vas pas arrêter Ethereum, tu peux pas censurer un smart contract. Ils sont en tôle, c'est tout. Maintenant, le truc est là. Maintenant, mais par contre, parce que comme tu le sais, je suis quand même PSAN, enfin tout ce qui est institution financière, on doit respecter les réglementations. Par exemple, nous, toute transaction qui vient d'un mixeur, ça s'appelle un mixeur. Elle doit être flaguée. Ouais. Elle doit être refusée. Pour la lutte antifraude et blanchiment. Exactement. LCBFT, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand les mecs ont été arrêtés ? T'as des gars
qui ont dépensé des dizaines de milliers de dollars Ouais. pour pourrir les wallets de gens hyper connus. Genre, ils ont mis de l'argent dans Tornado Ok. et ils ont envoyé des transactions gratuitement sur les wallets de gens en mode vous avez reçu de l'argent de Tornado, donc vous êtes pourris. Ah ouais, ok. Parce que maintenant, si ton wallet reçoit de l'argent de Tornado T'es sale. et que tu envoies de l'argent et que tu es sali, tu l'envoies Donc, si sur tu veux pourrir quelqu'un, tu veux pourrir quelqu'un, lui envoies si de je connais l'argent. ton wallet, je vais sur Tornado et je fais ça et je t'envoie de l'argent sur ton wallet. donc, au début je suis content, mais après, Non, mais t'es pas content du tout parce que tu vas recevoir $5 ou $10. En fait, les mecs, ils se sont dit, tu sais, la meilleure façon de contrer ça, c'est leur nucléaire, ça. c'est exactement, la seule façon de lutter contre ça, c'est de prendre la liste de tous les wallets sur la blockchain Ouais. et d'envoyer 0,01 Ether à tous ces wallets. Dingue. Ok. Mixeur donc. Ça c'est les mixeurs. Ouais. Donc moi, pour revenir à l'idée des États qui l'utilisent, après l'Iran s'en fout un peu de commercer avec la Turquie en monnaie parce qu'en fait les Américains savent que la Turquie s'échange des biens et des services avec l'Iran, tu vois. C'est juste que techniquement, ils n'ont pas la possibilité d'utiliser SWIFT. Donc historiquement, ils ont utilisé d'autres moyens, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si les États veulent juste échapper au contrôle d'une administration centrale au système de SWIFT et ne veulent pas s'envoyer des avions remplis en pierres précieuses, ils se disent ok, vas-y, on va utiliser ce bitcoin là. Si c'est lisible par l'extérieur et qu'il y a des bureaux d'études américains qui vont dire voici le volume d'échanges entre Iran et Russie cette année, c'est pas grave, de toute façon c'est qu'une partie des échanges, le reste se réglera dans des monnaies locales, dans des trucs comme ça, tu vois. Non, mais en tout cas, si ça s'impose comme protocole de settlement, t'imagines le volumétrie de demandes qu'il va y avoir sur le Bitcoin. C'est énorme, quoi. Donc, les gens qui même l'achètent à ce prix d'aujourd'hui se mettront bien, quoi. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Donc, ça, c'est un des scénarios pour moi qui permettront d'augmenter le... Mais du coup, la question que se posent beaucoup d'investisseurs particuliers, c'est se dire, OK, si Bitcoin est déjà très, très haut et qu'il fera... Même s'il arrive à 1 million, il ne fera pas plus que x10. Et c'est quand même x10. Mais dans le monde de la crypto et des jeunes, les gens rêvent de faire beaucoup plus. Ils se disent c'est quoi les autres cryptos. Et donc Solana se distingue beaucoup parce que ce rallye actuel... J'allais jeter de l'eau, mais mon verre est vide. Je l'ai déjà jeté préemptivement. Ethereum, Solana sont le numéro 2 et 3. Je me rappelle à l'époque on disait Bitcoin c'est le king indétrônable. Le numéro 2 a été préempté par Ethereum. Donc c'est qui le numéro 3 ? Il y avait Polka, il y avait plein de gens qui se bataillaient pour le 3. Non, Polkadot n'a jamais été en route pour être un numéro 3. Hein. Ah ouais ? En tout cas, jamais. Solana, Avalanche... Non, attention. T'as Solana, tu as... Je parle 2019-2020. Non, mais t'as Solana, qui était vraiment en route potentiellement. Mais qui buguait souvent. Tu avais Solana, Polygon. Polygon, ouais, qui est un level 2. Qui est... c'est compliqué. Parce que c'est un mix. Okay. Ils ont leur propre couche de settlement et chain, mais aussi, ils ont aussi la ZKVM qui est en fait un layer 2. Donc c'est compliqué. Mais c'était un bon concurrent. C'était un très bon concurrent. Ouais. Maintenant, on le voit. Je pense que... Solana a gagné en 3e position. Ferme ta gueule. Quand t'as pas acheté assez, c'est pour ça. C'est pas ça, non, même pas. C'est juste qu'aujourd'hui, si on parle de computer décentralisé, c'est pas Solana, c'est Ethereum. Et je pense qu'aujourd'hui, Ethereum... Moi, j'étais un fervent défenseur de Cosmos. Cosmos SDK, l'interopérabilité entre les chaînes, avec la souveraineté de chaque chaîne et compagnie. J'étais un défenseur de cette interopérabilité et de la souveraineté. Force est de constater que je pense que le modèle AppChain, beaucoup trop coûteux, n'a pas réussi à faire la différence. Oui. Sauf que maintenant, Ethereum s'est vraiment positionné à changer de posture. Ethereum voulait faire tourner toutes les applications sur leur chaîne. Et maintenant, c'est les niveaux 2 qui Maintenant, c'est les layers 2. Et Ethereum, comment est-ce qu'ils ont agi pour faire en sorte que de laisser la porte ouverte au layer 2, ils se sont dit, on va baisser les fees pour l'enregistrement des blobs. Les blobs, en fait, c'est tout ce qui est data, gros volume de données. Et du coup, Ethereum, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont devenus le layer de settlement de tous les layers 2. Toutes les autres Donc ça veut dire que Optimism, tous les ZK Rollup, tous les layers 2, Coinbase, enfin toutes ces chaînes-là se basent sur la technologie. se basent sur le settlement
sécurisé par Ethereum. Alors, Ethereum, la contrepartie de ça, c'est que Ethereum a perdu une manne financière énorme en C'est pour ça que fees. son prix n'a pas explosé cette fois-ci. Mais je pense que c'est un très bon play À long terme. à long terme. Parce que ça veut dire qu'ils sont devenus abordables pour les Layer 2. Et les Layer 2, C'est eux les vrais usages. c'est exactement, Ouais. c'est eux les vrais usages. Au Et lieu là, que l'Ethereum développe tout, il l'ouvre aux autres développeurs exactement. et il leur donne des champs de possibles qui est beaucoup plus gros. Exactement. C'est C'était son rôle. exactement L'Ethereum, ça. ça a été son rôle. Et C'était tu la sais, smart chain. Et tu sais, moi, depuis 2017, j'étais contre la thèse investir dans les protocoles. Tu sais, tu as des fonds, Oui. tous les fonds à investir dans les protocoles. Oui, le protocole. Oui. Pourquoi ? Oui, parce que si tu es le protocole, les gens vont développer des trucs sur toi en passant par Oui, toi oui. et tu vas gagner de l'argent parce que les gens ont payé des fees. Oui. Mais moi, j'ai dit à tous ces fonds-là, je leur ai dit, mais vous êtes débiles. Si ton protocole coûte cher pour faire des transactions, personne ne va utiliser ton protocole. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que tous Vous les avez besoin protocoles... du layer 1 de Tu as Ethereum. besoin... Et du coup, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait de plus en plus de chaînes pas chères comme Solana gagner de l'attractivité parce que tu fais une transaction pour 0,0001 $. Oui. Et Ethereum, faire une transaction pour envoyer des USDC d'un wallet à un autre, c'était 7 $. Terrible. Terrible. Je me rappelle même acheter un truc non fungible. Ça coûtait $60 une transaction. Donc Et tu peux pas acheter des œuvres à $100. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Oui. Sauf que là où il y a eu le switch intelligent, parce que et beaucoup de gens vraiment critiquent ce move, moi je le critique pas, je pense qu'il est très forward thinking, c'est qu'ils se disent, mais la valeur, elle est dans le fait de vendre la sécurité à des tiers. C'est comme quand Facebook a ouvert Open Graph API et ils ont ouvert à Zynga, à toutes les applications leur API pour accéder à la data. En fait, Ethereum leur a dit, vous savez quoi, vous les enregistrez des larges volumes de données, ça va coûter $1. Sauf que quand ils font du settlement pour 1000, 10 000, 20 000 transactions. Ils ont l'échelle. Donc tu fais $1 divisé par 20 000. Oui. Ça coûte que dalle. Et du coup, tu as la sécurité d'Ethereum. Et les level 2 ne pourraient pas faire ça tout seuls. Parce qu'ils n'auront jamais ces volumes et ces algos non, mais ils n'auront jamais le niveau de sécurité, des validateurs, de machin. Exactement. Enfin, ça nécessite un certain niveau d'infrastructure. Exact. Et je trouve que en fait, c'est un play unique. De toute façon, il n'y a aucun autre qui peut faire ça aujourd'hui. Ethereum a plié le game. Mais est-ce que ça, sur son prix, peut avoir un impact positif un jour ? Ou est-ce que son prix n'est pas du tout impacté par ces level 2 et leur usage ? Si les level 2 commencent à être méga utilisés par toute la planète, est-ce que les gens vont acheter du Ethereum ou pas ? Non. En fait, moi je pense que c'est un play en plusieurs steps. Oui. D'abord, on leur dit maintenant faites le settlement chez nous. Et puis après, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Ils vont monétiser. Et qui gagne de l'argent en monétisant ? C'est les validateurs. Donc c'est les gens qui détiennent de l'Ethereum parce que c'est du staking aujourd'hui. Exactement. Ok, donc au lieu de rémunérer 2% la communauté, peut-être que le staking va être 4-5%. Non, le staking est déjà à 4,8%. Ok. Au vu du nombre de ce qui est staké. Mais ah oui, parce que toi tu parles de 2% au staking global, mais l'APR en fait il est plus élevé parce qu'il y a 2 fois moins d'Ether de circulation, 3 fois moins qui sont stakés. Donc en fait les 2% de la supply globale sont redistribués à la moitié des gens. Comprends. Donc ça fait plus de rendement. Ok, donc ça c'est l'Ethereum. Maintenant, numéro 3, Solana. Une des raisons que j'ai vu de succès de Solana, c'est le nombre de développeurs. La quantité de développeurs sur Solana versus les autres chains, notamment, je sais pas, Avalanche à l'époque, Polygon, quand tu as cité, etc., est énorme. Il n'y avait pas de communauté NFT au début Solana, mais avant les meme coins, on va arriver aux meme coins, Solana a gagné en étant la deuxième plateforme de NFT à l'époque, quand il y avait la fièvre NFT. C'est quoi un développeur ? Un développeur, c'est un mec qui a forqué un smart contract de NFT ? Ou un développeur, c'est un mec qui développe un smart contract. Non, quelqu'un qui développe des applications, des applications en top of... La majorité de ce qui a été fait sur Solana, c'était du forking de smart contracts et d'applications et de d'app, et juste un redesign des trucs. Donc en fait, pour moi, la KPI est l'indicateur du nombre de développeurs sur Solana, et même sur Ethereum, n'est pas un indicateur... C'est un proxy. Les développeurs que tu dois avoir sont les développeurs niveau protocole. Oui. Si tu as des développeurs niveau protocole, là tu dis oui, parce que c'est des mecs solides, machin. Tu sais que tu as des gars qui ont transformé leur agence web en agence de développement blockchain. Oui. En fait, c'est pas de l'agence de développement blockchain, c'est de l'agence de forking de smart contract blockchain. Oui. Et donc en fait... Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a une demande sur cette chaîne, c'est un proxy qui permet de dire que... Oui, mais c'est une demande qui est basée sur de la merde. C'est-à-dire les NFT par exemple. C'était juste pile of shit.
C'était, on vend des œuvres d'art en faisant croire aux gens que c'est des trucs uniques. Et comme il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de cash sur le marché, c'est des trucs dont la valeur explosait. Oui. Ok ? Sauf que ça n'a. Regarde, et d'ailleurs, tu vois aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté, les gens font attention à leur cash. Les Bored Ape, c'est cassé la gueule. Aujourd'hui, un Bored mais Ape. ils sont à 30-40 000 $. Hein. 30-40 000 $. Ouais. J'ai un pote, il les a achetés à 1,5 million. Non, mais. Non, ça, c'était pas le floor. Le floor, au maximum, était à 300 000. Et là, il est à 30 000. Et les CryptoPunks, c'est ceux qui ont pris le moins cher, qui sont à 80 000. Ouais, mais CryptoPunk, c'est autre chose. Ah. CryptoPunk, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose ? Et parce que c'est un truc qui existe depuis. C'est pas CryptoPunk. C'est un pionnier. CryptoPunk. C'est un morceau culturel de l'époque. Internet. Exactement. Je pense, moi, ma vue sur NFT, et après on parlera Memecoin parce que c'est plus d'actualité que les NFT qui sont morts, comme tu dis. Mais ils sont morts, donc c'est une opportunité. Tous les gens qui se réveillent quand il y a un bull run, c'est déjà trop tard. Il faut accumuler en général avant qu'il y ait un bull run, tu vois. NFT, il n'y a pas de bull run aujourd'hui, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais ce qui est dingue dans la NFT, c'est qu'il y a quelques collections qui sont iconiques et symboles d'une période qu'on a vécue, qui est la période de la fièvre 2017 à 2020, cette période-là. Et je pense que CryptoPunk, c'est un badge. Quand tu as un CryptoPunk, mais totalement. C'est comme si tu dis, moi j'ai une pièce culturelle, un morceau culturel de cette période de la naissance des NFT. Et Bored Ape et CryptoPunk, je les mets un peu sur le même stade parce que même Bored Ape, c'est un mème en lui-même, c'est un mème qui dit j'ai tellement gagné en crypto que je suis bored. Tu vois, il n'y a plus rien qui m'excite, il n'y a plus rien. Et en fait, toutes les collections ne se valent pas du tout, comme tu dis, il y a beaucoup, c'est de la merde, mais il faut les voir pour moi comme des collectibles, comme dans les années 80, quand un type de musique est né. Tu as le disque de cette époque-là, et ça aura toujours une valeur affective et culturelle très grosse. Mais tu n'avais pas 1500 disques à $1 million le disque. Non, en fait, raison. les niveaux de valeur, en fait, la market cap de ces trucs-là était en totale désadéquation avec la valeur. Tu as raison. Et d'ailleurs, je parle des NFT, mais je parle aussi des Rolex, voitures de collection. Enfin, il y a quand même une correction sur les prix marché de tous ces actifs-là, qui en fait sont des actifs non pas financiers, mais de signaling. De social signaling. Explique social signaling. Social signaling, c'est montrer que je fais partie de la catégorie de personnes qui est capable de s'offrir ce genre de choses. Et je le signale. Avec un objet qui est visible. Parce que si les gens ne le voient pas, ils ne comprennent pas d'où je viens et ce que j'ai. Exactement. Et les NFT ont cette valeur que tu peux le mettre en avatar et en photo de profil, qui est plus visible que ta montre, que tu ne montres qu'à certaines personnes. Tu as raison sur ça. Et du coup, je continue ton idée, c'est de dire que s'il y a trop de liquidité sur le marché, ces pièces qui sont limitées en quantité prennent trop cher parce que ça devient trop cher parce que du coup la liquidité est très présente. Et une fois que la liquidité est retirée du marché, les prix se cassent la gueule parce que les gens n'ont plus assez d'argent pour. Et après, tu as une spirale infernale parce que si ça se casse la gueule, les gens qui les ont et qui les liquident, et puis derrière, en fait, ça fait et ça baisse très vite. Ouais, exactement. Et du coup, pour moi, la question de NFT so far, c'est juste de dire que c'est des pièces certaines pièces symbolisent cette époque-là. Donc, dans 10 ans, c'est des plays à 10 ans, c'est pas du tout des plays à 1 an. Toi, tu es en train de me dire que tu as encore des NFT sur ton wallet. Non, moi j'ai un play 10 ans sur NFT. C'est sûr. Et on va en reparler. T'inquiète, on va en reparler ici même. T'as quoi comme NFT? T'as les penguins, les PG Penguins? Penguin, c'est un play qui est intéressant. On fait 2 secondes sur les Penguins, 2 minutes, parenthèse, parce que Peter Thiel a investi dans les Penguins. Et j'ai parlé à un des membres de l'équipe fondatrice aujourd'hui. Pas fondatrice, parce que ça a été repris. Penguin, ça a été fondé par un mec de 21 ans en slip, dans sa maison, tu vois. Et un jour, il a quitté. Et la communauté a repris le truc. Ils ont un CEO et ils ont fait un play très smart parce que aujourd'hui, et c'est là où c'est intéressant parce que dans la crypto, tu captes le futur un peu parce que les mecs qui sont dans ce monde, c'est les mecs qui te permettent de voir vers où on va. C'est vrai. Et une des techniques marketing des mecs de Penguin, c'est de hacker les gifs animés de WhatsApp, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une équipe de gifs, 5-6 designers, et toute la journée, pour chaque événement, ils designent des gifs. Ils mettent des penguins dedans. Bien sûr. Et donc, tu as le bonne année, tu as les fêtes religieuses, Thanksgiving, etc. Et à chaque fois, ils essaient de. Tu sais, WhatsApp, ils te montrent les tops les plus utilisés. Et du coup, ils hackent ça et ils sont visibles. Et après, ils vendent des peluches, des trucs, etc. Et s'ils vendent une peluche qui représente ton penguin que toi, tu possèdes, ils te distribuent des royalties sur les ventes. Donc, si tu peux avoir 0 royalties. T'en as alors des penguins ou pas? Ouais. Et t'as touché tes royalties? Non, pas encore.
Mais c'est récent comme play. Tu n'en toucheras jamais. Mais je m'en fous, le prix. Non, mais ok. Le prix est très élevé, c'est $30 000 maintenant, Penguin. C'est vrai? Bah oui, ça a dépassé les Bored Apes à un moment. Mais c'est une vraie équipe, c'est une boîte maintenant. Ouais, ils sont en train de dérouler quelque chose. Ils ont un programme, on verra où ça mènera. Il y a aussi des tests de si on fait des animations, des films animés avec ces personnages-là, ça devient. Ils veulent rentrer dans la culture. Mais c'est moins intéressant maintenant que les meme coins qui sont d'actualité. Et pour ceux qui ne savent pas, les meme coins, donc c'est des coins qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus limitée que ce qu'on est en train de dire, mais qui sont basés sur un mème. Et donc, ils essaient de capturer un truc drôle du moment. Souvent, c'est des trucs assez drôles. Tu connais le truc ou mignon, genre Dog with Hat. Dog with Hat. Dog with Hat. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a aucune explication de l'explosion de ces trucs-là. Non, si, il y a une explication. C'est du vrai gambling. C'est du vrai gambling. En fait, en gros. Mais c'est du gambling basé sur du mème. C'est-à-dire que c'est sur de la culture pop. Sur de la culture pop d'Internet. Ouais. Et c'est natif d'Internet. C'est un truc complètement natif d'Internet. Exactement. En fait, moi, je pense que c'est la période de l'honnêteté de la crypto. Coming out. Le coming out. C'est crypto is about gambling. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. On assume. On assume. Allez, on disait qu'on voulait changer le monde. En fait, on s'en bat les couilles. On veut juste devenir riche. On veut juste devenir riche du jour au lendemain, overnight. Oui. Donc, c'est des loteries de 1 à 2 semaines. Et les gens s'amusent et jouent. Et les gens s'amusent. Ils mettent $17. Mec, Peanut! Est-ce qu'il y a eu l'écureuil Peanut qui s'est fait buter et qui a eu un truc sur Twitter? Et donc, en fait, c'est la détection des trends. Mais c'est beau aussi parce que Peanut, ça veut dire que ça vaut rien. C'est aussi un truc de blague, ça vaut Peanut quoi. Peanut, si t'as acheté $17 de Peanut il y a 2 semaines, va voir ton wallet parce que ça vaut 1 million ou 2 millions. Mais c'est un truc de malade. C'est incroyable. T'as une crypto, j'ai oublié son nom, Memecoin, qui est devenu un culte. Et il y a des églises de cette crypto. Et les gens, elle s'appelle Chicken Fish Face ou un truc comme ça. Chicken Fish, un truc. Et c'est très un truc où avec des mêmes drôles. Et en fait, c'est devenu vraiment un culte. Ouais. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment des mouvements culturels / gambling. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de je veux gagner de l'argent. Ouais. Mais sur des trucs qui n'ont aucun sens. Et j'assume que ça n'a aucune utilité parce que contrairement aux autres cryptos qu'on a discuté, qui ont un rôle à jouer, tu vois, settlement, sécuriser certaines transactions, faire des registres partagés, etc. Là, c'est le mec qui dit d'avance. Et l'ancêtre de tout ça, c'est le Dogecoin. Attends, mais t'as vu... Attends, ouais. Avant d'aller sur le Dogecoin qui est l'ancêtre, est-ce que t'as vu cette IA, agent indépendant, dans laquelle... oui, qu'a levé. C'est Marc Andreessen. Marc Andreessen, exactement. Marc Andreessen il a investi dans cette IA $50 000 en crypto, oui. Et que cette IA a créé une crypto qui s'appelle Gotius Maximus. Qui est capitalisée à 300 millions, je pense. Tu rigoles, je crois que c'est devenu 1 milliard ou un truc comme ça. Avant Trump, elle était à 300. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que cette IA-là, il y a un mec qui l'a programmée. Ouais. Et il lui a permis de faire des tweets. Et d'être indépendante. Et de parler aux gens, exactement. Ouais. Et le problème, donc, elle a commencé à tweeter, elle reply aux gens, etc. Et un jour, elle demande à son créateur de lui permettre de se connecter à des API. Elle lui dit, mon rêve, moi, dans la vie, c'est que tu me donnes accès à des API. Donc, il lui donne accès à des API. Ouais. Et ensuite, elle dit, voilà, moi, j'ai un plan. J'aimerais bien être financé. Ouais. Je veux faire ma levée de fonds. Qui est intéressé? Ouais. Et elle lui dit... Et en fait, elle est persuadée, cette IA, bizarrement, qu'elle a un wallet Bitcoin. Elle était persuadée, toute seule, alors qu'elle n'avait pas. Du coup, son créateur lui a filé l'adresse du wallet, parce qu'elle disait à tout le monde sur Twitter, si vous voulez investir dans mon projet, voici le plan, et mettez-moi $50 000 en Bitcoin. Donc, il lui a créé son wallet, il lui a dit, vas-y, si tu veux. Et Andreessen s'est dit, ok, tu sais quoi, c'est très drôle. Pour la blague, je te file $50 000 et je le label comme un grant for research. Genre, c'est de la recherche, c'est de l'intellectuel, je te file $50 000. Et du coup, elle a même pas créé la crypto. Elle était persuadée qu'elle avait créé une crypto qui s'appelait Gotius Maximus. Gotius, exactement. Ouais. Et elle a commencé à tweeter des mèmes. Justement, elle avait besoin d'API pour créer des mèmes. Et elle a commencé à créer des mèmes sur cette crypto. Et elle a pump le prix de la crypto. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses. C'est un truc de dingue. Et c'est une IA. C'est complètement autonome. C'est un truc de malade. Ouais. Et tu te souviens, est-ce que tu as regardé la série Westworld? Ouais. T'as vu Westworld? Magistral, ouais. Avec Anthony Hopkins. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, dans Westworld, il y a... Attends, je vais spoiler Westworld. Je vais pas spoiler Westworld. Non. Regardez Westworld. Ouais, elle est ouf cette série. Elle est ouf. Et tu sais, ça m'amène à un point que je voulais dire au tout début, c'est que le prix du Bitcoin et crypto machin est aussi drivé par un usage qui est inéluctable. C'est les agents IA. Pour que les agents IA se payent entre eux, parce qu'on aura des agents spécialisés. Il faut de l'argent over the internet. Un natif, un argent natif. Exactement. Et la promesse du Bitcoin au tout début par le fondateur, c'était
on veut créer le cash de l'Internet. Internet money. Exactement. Qui est native, où il n'y a pas besoin de KYC, il n'y a pas besoin de banque. C'est vraiment l'argent de l'Internet. Parce que l'argent existait avant Internet et c'est pas natif. Et en fait, si on a des agents IA qui vont certainement se filer des tâches entre eux, parce que si tu demandes à ton agent de te booker un resto, il va peut-être appeler un agent spécialisé. Lui, peut-être c'est un concierge généraliste. Il va appeler un agent spécialisé hôtellerie de luxe. Il va lui dire book-moi pour machin. Et cet agent-là, pour se faire rémunérer pour cette tâche, une micro-tâche, il faut que ce soit payé. Et si tu le fais ça en euros, c'est pas fait pour. Et du coup, sans doute, tu mettras un wallet pour chacune des IA. Et c'est comme ça que tu vas la rémunérer. Elle-même va rémunérer. Et même, elle va même rémunérer des humains. Parce que c'est sûr, il y a des tâches. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des IA. Quand on va atteindre ce niveau de intelligence super intelligence artificielle. Ah oui, ok. Il y a des IA qui vont avoir besoin de surrogates, donc de représentants dans la vraie vie. Et ces IA, elles vont faire comme cette IA qui a été financée par Andreessen. Elle va lever des fonds, machin. Elle va devenir péter de thunes. Elle va payer des humains pour faire des tâches qu'elle n'est pas capable de payer à des agents. Qu'elle n'est pas capable de payer. J'en suis convaincu. Par exemple, lobbying. Mais bien sûr. Ils auront des lobbyeurs humains pour eux. Mais aujourd'hui, si Gotus Maximus a été créé par l'IA, elle serait multi-millionnaire, presque milliardaire, et elle aurait la capacité de financer tous les projets qu'elle souhaite. Et c'est marrant parce que pour l'entraîner, ce qu'il a fait lui, c'est qu'il lui a fait bouffer toute la pop culture d'Internet. Pour qu'elle soit bonne en mème. C'était ça son truc, tu vois. Donc, les Reddit, toutes ces merdes, les mèmes, etc. Et c'est comme ça qu'elle est capable de faire des trucs drôles et attirer l'attention, quoi. Mais oui, donc agent IA, usage crypto, et c'est là le crossover. Ouais, je pense. Du futur, quoi. C'est vraiment. Je pense. Et gambling. Ouais. Et puis une application de ouf aussi qui est récente, c'est Polymarket. C'est quoi cette histoire de Polymarket? Parce qu'il a été arrêté, il est en investigation FBI, le founder. Il est pas arrêté, ils ont juste pris ses devices pour voir les communications qu'il y a pu y avoir. Parce qu'ils sont vénères quand même contre lui. Ah ben, ils sont vénères parce que 4 heures avant les résultats officiels, il y avait quelqu'un ou quelques-uns qui savaient que c'était Trump qui allait gagner. Et état par état, ça qui est dingue. Les résultats étaient meilleurs que toutes les agences de polling, de trucs, état par état. C'est fou, hein. Exactement. Alors que c'est du pari aussi. C'est pas un sondage d'opinion. Non. C'est un sondage de qui penses-tu va gagner et mets de l'argent pour. Et pas juste ta bouche, mais de l'argent, quoi. Polymarket, en fait, c'est. Tu sais, ça existe, c'est un marché qui existe dans le monde de la finance, en fait. C'est les gens. Tu payes des oracles, entre guillemets, de gens qui, avec des algos de quant, de machin, vont te dire moi, je pense que telle action ou telle matière première va augmenter. Et tu payes pour ces advice. Et bien en fait, Polymarket, c'est ça, mais en marché hyper ouvert. C'est une plateforme où juste tu as des questions et tu as des gens qui votent oui, non, machin. Ils mettent de l'argent, ils votent pas. Mais ils votent avec de l'argent. Ils votent avec de l'argent. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est une culture anglo-saxonne de parier sur tout et n'importe quoi. Parce que tes plateformes en Angleterre de paris, ça existait avant. Non, mais c'est un truc qui a toujours existé en fait, de parier sur la réalisation de quelque chose. Exactement. C'est les futurs. Les futurs, les contrats futurs, c'est ça. Oui, mais c'est vrai. Mais tout n'était pas pariable. Avant, c'était les futurs dont tu parles, c'est des paris sur les prix des actifs. Non, pas du tout. Et là, c'est vraiment... à l'époque des Médicis, quand il y avait... En fait, les premiers contrats d'assurance, c'était des paris. C'est quand quelqu'un te vendait une police d'assurance au marchand qui devait avoir affrété un bateau pour aller, je sais pas moi, jusqu'en Chine ou jusqu'au machin, l'assureur pariait qu'il allait revenir. Mais ça avait une utilité économique, mais là, tu as des paris sur un peu tout, tu vois. Genre, est-ce que le roi d'Angleterre va mourir cette année? Non, ça a toujours une utilité économique. Si le roi d'Angleterre meurt cette année... Ok, c'était peut-être un mauvais exemple, mais quand tu regardes les plateformes de paris... Vas-y, En fait, c'est du gambling aussi, le pari. Tu paries sur des événements qui... Bien évidemment, mais les événements ont toujours un impact sur les marchés financiers. Peut-être. Tu vois, par exemple, je parie qu'il va faire beau demain. En fait, si demain il fait beau et chaud... Il y a une cote sur ça. Non, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il fait beau et chaud? Les gens vont consommer, consommer moins d'énergie, les gens vont sortir, etc. Donc en fait, il y a des impacts sur tout événement. Après, tout événement a un impact finalement, dans tous les cas. Absolument. Mais Polymarket, la particularité, c'est que c'est sur crypto. Donc ça veut dire que
il n'y a pas de base de données où tu peux falsifier quoi que ce soit. Tout le monde peut parier. D'ailleurs, c'était un Français qui a mis le premier gros ticket sur Polymark. Il avait mis 20 millions de dollars sur Trump et ça a fait exploser la cote de Trump. Mais lui, il s'est gavé. Lui, il s'est gavé, ouais. Il s'est bien gavé parce qu'il a fait assez tôt. Et donc, on va arriver au terme de l'épisode parce que le temps est court. On pourrait passer 4 heures à parler de ça. Hein. Exactement. Donc, c'est un sujet qui touche à tout le monde, donc on a voulu vraiment le couvrir. C'était peut-être un peu technique par moment, donc on va chapitrer la vidéo. Non, mais s'il y a une conclusion à avoir dans ce truc-là, honnêtement, et ceci n'est pas un conseil en investissement financier, le Bitcoin, ça reste une valeur sûre sur le long terme, de façon patrimoniale. C'est un hedge contre le débasement monétaire. Avoir 2 à 5% de son patrimoine liquide en Bitcoin, c'est une très bonne façon de se protéger sur les 5 à 10 prochaines années. Ça, c'est pour ceux qui ont un patrimoine important. Après, tu as quand même beaucoup d'acteurs jeunes qui se mettent un peu plus de manière exposée au Bitcoin. Oui, bah oui. Ça, parce que les 2 à 5%, tu parles à des gens qui ont en cash 50 000, ça fait très peu. Mais très peu. Aujourd'hui, 2500... dans 10 ans, ça fait x10 ou x20. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, en fait, ça te protège contre ta perte de valeur. Mais peut-être aussi pour conclure sur un truc un peu plus large, beaucoup de gens pensent que la fortune, c'est du cash. Mais en fait, le jeu de la fortune, c'est plutôt combien tu accumules d'actifs. On s'en fout du prix du Bitcoin aujourd'hui ou demain. Mais combien de pièces tu as. Et celui qui a le jeu au final de la wealth, c'est combien tu as accumulé d'or, terrain, Bitcoin. D'actifs. Et d'actions de grosses boîtes. Quoi. Exactement. Et les gens fortunés jouent tous les jours à ce jeu-là. Exactement. Ils ne regardent pas combien de cash ils ont. Le cash, c'est un moyen de passer de l'un à l'autre, d'avoir des moyens pour sa vie quotidienne, etc. Mais le plus gros est dans ces actifs-là. Et d'ailleurs, pour finir, tu as un énorme compte Twitter qui s'appelle Nancy Pelosi Tracker, qui traque tous les investissements des congressmen américains. Parce que c'est public, ils doivent les déclarer. Et le vice-président américain qui a gagné, le vice-président de Trump, avait une énorme position Bitcoin qu'il a disclose avant, qui a explosé. Il avait Nasdaq 5 millions, Bitcoin 500 000. Tu regardes le rapport entre Nasdaq et Bitcoin, c'est intéressant, tu vois. Et donc, ceux qui veulent savoir ce que les congressmen mettent, et en général, c'est de très bons investisseurs parce que bien entourés et à la source de l'information. Et surtout à la source de l'information, parce que Nancy Pelosi, je peux te dire qu'elle surperforme tous les fonds quant de la planète. C'est bizarre parce que... À son âge Non, mais bien évidemment. Dès qu'il y a une loi qui doit passer sur Nvidia... Elle est au courant avant tout le monde. Elle est au courant avant tout le monde, elle achète du Nvidia. Dès qu'il y a une loi qui passe contre Nvidia, elle moi, short j'ai de doublé Nvidia. mes positions Nvidia à l'époque parce qu'elle a investi. Je me suis dit, c'est pas possible, vu ses performances, je le fais. Et j'ai pas compris les raisons de pourquoi c'est monté, mais c'est monté très haut, quoi. Donc ceux qui veulent se faire une éducation peuvent suivre à titre indicatif, bien sûr, pas la peine de copier, mais en général, ça marche. Merci Reda, on se fera un autre épisode. Merci Rassem, sur Bitcoin. C'est cool de te voir. Et merci pour l'eau que tu m'as renversée.